Lorsqu'en janvier 1938 à Paris, le taxi pluvieux de Salvador Dali accueille les premiers visiteurs de l'exposition internationale surréaliste, la presse se divise entre sarcasme et fureur. Qu'y a-t-il à comprendre dans ce monde de menaces et d'embuscades? André Breton écrira « Tout cela depuis lors ne s'est révélé que trop annonciateur, que trop prophétique, ne s'est que trop justifié sous l'angle du sombre, de l'étouffant ou du louche. À ceux qui alors nous accusèrent de nous être complus à cette atmosphère, nous aurions trop beau jeu de faire observer que nous étions restés fort en deçà du noir et de la sournoise cruauté des jours qui allaient venir. » Si au lieu de vagues clichés de presse nous avons aujourd'hui de cet événement des images parfaites, on le doit au regard d'une femme. Denise Bellon a saisi ce moment singulier où une après-guerre se changeait en avant-guerre. Chacune de ces photos montre un passé, mais déchiffre un avenir. Pourquoi cette lumière est-elle forcément celle de l'immédiate avant-guerre? Une tour Eiffel, des nuages, un corps, rien n'est daté, et tout dit la fin des années 30, la découverte du corps. Le corps engoncé de 1900, le corps humilié et martyrisé de 14-18 est en train de conquérir sa liberté. Sport, camping, vacances, nage, alpinisme, franchise de la nudité que les pays totalitaires vont très vite recycler en démonstration de masse. Le Front populaire, tout le monde l'a dit, était pour beaucoup la découverte de la mer. Sait-on bien ce que c'est découvrir la mer quand on ne l'a vue qu'au cinéma? Découvrir le ciel aussi. Les mêmes années voient naître le parachutisme amateur. C'est là que la mémoire déchiffre. Dans quelque temps, le mot parachutiste ne désignera plus que des guerriers. Et la vision d'un corps étendu près d'une rivière appellera forcément celle d'autres corps étendus sur les routes, après le passage des Stuka. L'avion long courrier, l'appareil de photo professionnel mais compact. La rencontre de ces deux objets crée le photoreportage. L'agence Alliance Photo est créée en 1934. Fixer les instants, découvrir le monde, c'est une époque qui commence. Capa, Seymour, Pierre Boucher, Denise Bellon se jettent dans l'aventure. Ils sont de leur temps. Ils ont l'enthousiasme des vacanciers de la mer, le courage des parachutistes du dimanche. Être photographe, ça n'est pas seulement regarder, c'est soutenir le regard des autres. D'un écrivain, ce peut être Jean Giono. D'un acteur, ce peut être Jean-Louis Barrault. Ce peut être aussi Henri Miller, une lépreuse au Maroc, une beauté du désert, une petite fille avec chat, un peintre avec chat, un peintre sans chat. Elle va chercher Picasso chez lui et en Afrique les masques qui l'inspirent. Cette beauté sauvage que ses amis surréalistes et d'abord André Breton l'ont aidé à comprendre. Si Breton lui dédicace le premier exemplaire d'un de ses livres,
c'est que la compréhension est mutuelle et qu'en matière de regard, il s'y connaît un peu. Breton avait l'œil absolu comme on a l'oreille absolue. Il repère tout de suite Mata et peu lui échapperont. Il voit en Yves Tanguy le peintre des épouvantables élégances aériennes, souterraines et maritimes, ce qui pourrait l'éloigner de Joan Miró et de ses dessins d'enfants pour grandes personnes. Mais il écrit aussi qu'une œuvre d'art digne de ce nom est celle qui nous fait retrouver la fraîcheur d'émotion de l'enfance. Il peut dire de Derain, cet homme extraordinaire dont je déteste la peinture et dont j'adore les propos. L'œil n'est jamais dupe de l'intelligence, mais quand les deux se rejoignent, c'est la rencontre unique. Celle de Marcel Duchamp. Ainsi, la photographe peut-elle nous donner à voir le regard qui en ce siècle aura le plus changé le nôtre. Un changement d'angle et c'est comme s'il discernait le malentendu qui l'attend. Il voulait montrer la vanité de l'art. Un jour, il servira de caution à l'art de la vanité. Les surréalistes entre eux idolâtraient le facteur cheval. La photographe l'offre au lecteur de magazines. Breton encore. Le palais idéal du facteur cheval, magnifique labyrinthe entouré de gigantesques statues, creusé de grottes, qui montre la possibilité de mettre fin à l'opposition immémoriale du rêve et de la réalité. Le facteur cherchait son inspiration dans les formes naturelles, comme Max Ernst quand il frottait des pierres et en extrayait des paysages. Denise Bellon retourne la démarche et fait proprement œuvre surréaliste quand elle photographie les empreintes, les moulages, les écorchés à vocation pédagogique et les transforme en œuvres d'art par la seule force du regard. On les appelle les gueules cassées. L'expression survivra au dernier d'entre eux. Rescapés de la Grande Guerre, dont un facteur fou a sculpté le visage. Ils se réunissent, ils se montrent. Ils montrent à tous ce que la guerre peut faire aux hommes. Pour témoigner. Pour avertir. On sait la suite. Chez l'écrivain Jo Bousquet, la cassure est invisible. Une balle dans la colonne vertébrale en 1918 l'a paralysé pour la vie. Simone Veil lui écrit « Vous avez la guerre logée à demeure dans votre corps. Pour penser le malheur, il faut le porter dans la chair. Parce qu'elle sait regarder le malheur comme savent le regarder les femmes avec simplicité, la photographe entre dans la confiance et l'amitié de l'écrivain. Il la remercie de ses images. Il lui écrit « Elle montre que j'habite l'ombre et que vos mains savent y porter la vie. » L'émergence de la presse féminine paraît à des années-lumière de tout cela. Pourtant, elle s'inscrit dans le grand chambardement de l'époque. Évidemment, les conseils des éditoriaux semblent un peu datés. Quand l'épilogue d'un flirt de vacances est d'obtenir de monsieur son père qui demande la main de mademoiselle notre fille, on flaire qu'on n'est pas en l'an 2000. Mais elle réserve aussi de charmantes surprises. Voici deux petites filles, visiblement éprises de chocolat. Pour cette publicité, enfin, cette réclame, comme on dit alors,
la photographe a fait poser ses deux filles, Yannick et Lolé. C'est une page d'un album de famille que les sujets de société, les reportages au long cours n'interrompront jamais. Yannick et Lolé, Lolé et Yannick. Est-ce d'avoir été exposées sitôt au magnétisme de l'image que toutes deux se dirigeront vers des métiers de l'image? Yannick, réalisatrice de cinéma, Lolé, actrice de cinéma, actrice de théâtre, puis auteur de pièces de théâtre, puis entrant dans l'image de sa sœur lorsque Yannick la fera tourner dans ses propres films. Inséparables, nos petites chocolatières. L'une derrière la caméra, l'autre devant. L'une visible, l'autre invisible. Mais toujours ensemble. Étrange printemps du Paris d'avant-guerre, qui semble dans le souvenir en avoir été la saison unique. Les étudiants vivent leur vie entre le Luxembourg et la Sorbonne. Ces murs, qui résonneront un jour de déclarations historiques, abritent une jeunesse bien sage. L'agitation en ce temps-là se situerait plutôt à l'extrême droite, mais la lecture et le bistrot tiennent plus de place que la manif. Paris est en somme une ville extrêmement vivable, avec plein d'espace autour des voitures, comme autour des piétons. Des autos qui louchent, des automobilistes qui draguent en Citroën. Mais on ne dit pas Citroën, on dit Citron. On ne dit pas PV, on dit contredanse. Et nous savons que la publicité s'appelle la réclame. On a le droit de faire celle de l'alcool et même du socialisme. Flic est une injure, un truand est un brigand du Moyen-Âge, une thune, une pièce de 5 francs, le travail se fait à la main, Paris change lentement. Les ouvriers dans les rues ont des allures de paysans et quelquefois ce sont des paysans, à peine débarqués, immigrants d'une province étrangère aux Parisiens. Ils versent l'asphalte avec des gestes de vignerons. On voit des chevaux de trait aux grilles des Tuileries. Peut-être la photographe croit-elle saisir ce qui ne peut pas changer en collectionnant les ponts. Mais ce sont les noms qui changeront. Il y a un pont neuf, un pont de Bercy. Il n'y a pas de pont de Birakem. Personne ne sait où se trouve Birakem, ni Birkenau, qui lui succédera dans les dictionnaires avec la mention « tout près d'Auschwitz ». Mais ce qui donne sa vraie couleur à la France d'avant-guerre, c'est son cinéma. Un cinéma comme on n'en fera jamais plus. Plus tard, Henri Langlois verra dans le personnage du Jean Gabin de cette époque la préfiguration du résistant. Qui est Henri Langlois? Un homme qui ne se résigne pas à ce que les films disparaissent et dont on raconte qu'il les entasse dans sa baignoire. On s'est demandé si c'était une légende. Denise Bellon était là pour répondre. Ici, la seule image existante de la baignoire fabuleuse, berceau de toutes les cinémathèques. Cinémathèque française, musée du cinéma, vraie ou fausse, Musidora, vraies affiches. Le cinéma est entré dans la culture. Pendant l'occupation, ces trésors navigueront dans une voiture d'enfant. Là aussi, la seule image conservée. Plaisant d'imaginer le cuirassé Potemkin à bord de ce véhicule. Voyage dans le temps. La photographe qui accompagne chez Langlois l'hommage aux frères Lumière retrouve Auguste Lumière lui-même à la fin de sa vie. Songeur.
Il aurait dit à Méliès que son invention n'avait aucun avenir commercial. Une fois démenti par le siècle, pense-t-il simplement qu'il a ouvert la boîte de Pandore? La photographie, elle, se porte bien. Elle sert à relayer les mémoires défaillantes ou à confondre les incrédules. Regardez, j'étais bien là, devant l'aiguille d'Étretat ou à l'exposition de 37. Envoyer une carte postale est un gage de vérité. J'ai vu l'ouvrier et la kolkhosienne de Mouchina pour la première fois sortis de Moscou et qui vont personnifier l'URSS pendant des années. C'est un des événements de l'exposition. Au fronton du palais de Chaillot, tout neuf, des inscriptions de Paul Valéry qui font beaucoup rigoler l'extrême droite. Mi-sibylline, mi-ridicule, écrit Brasillac. Premier spectacle, Les Lectres de Giraudoux. Aragon s'est fait faire un smoking pour l'inauguration du pavillon soviétique. Le pavillon de l'URSS est inauguré par messieurs Mafiaouk et Hirschfeld, commissaires et chargés d'affaires du gouvernement soviétique, en présence de messieurs Marx Dormois. Le pavillon de l'Allemagne est inauguré en présence de monsieur Paul Bastide par le docteur Schacht, ministre de l'économie du Reich. En mettant face à face les pavillons des deux nations qui vont s'affronter, les architectes voient plus loin que les politiques. Étrange chose que ces expositions universelles qui précèdent les catastrophes. Au début du siècle, l'exposition de 1900 affirmait avec arrogance la suprématie de l'Europe maîtresse du monde. Un peu plus tard, l'Europe allait programmer son suicide. Il semble que les nations au bord des guerres tiennent à passer en revue leurs richesses comme des avares au bord de l'agonie qui veulent encore une fois compter leurs trésors. Mais en 1937, les trésors n'impressionnent plus guère. La paix sonne faux. La fête sonne creux. La belle lumière de 36 commence à décliner. Les simulacres de l'exposition, une fois démolis, laisseront le champ libre aux exterminateurs. Dans les manuels de géographie de ce temps-là, il y avait une couleur rose très reconnaissable. Elle englobait une grande partie de l'Afrique et une petite partie de l'Asie, et elle s'appelait l'Empire français. Quelle chance ils avaient, ces nègres, pensaient les petits écoliers, de vivre sur une planète rose. Elle a d'abord vu la beauté, ensuite la vie quotidienne. Elle a vu les marchés, les villages. C'était son premier voyage en AOF, Afrique occidentale française. Elle s'est avancée plus loin, elle a passé des fleuves, elle a vu le travail dans les forêts. Elle a suivi le cycle de l'exploitation dans les mines de diamants. Elle a vu les deux visages du colonialisme, celui qui exploite et celui qui soigne. Elle n'a caché ni l'un ni l'autre. Partage des moments de détente et visite protocolaire au gouverneur. Et là, nouvel aiguillage. Ce gouverneur va bientôt être remplacé par celui qui interdira à De Gaulle de débarquer à Dakar. Qu'il fût resté en poste et peut-être toute l'histoire de la guerre était différente. La longue piste droite remonte vers le nord. Elle a sa légende et ses mots magiques. Bidon 5, transsaharienne. Le Sahara est notre Far West, avec en prime des chameaux, des Touaregs.
Ça, les Américains n'ont pas. Tout au bout de la piste, le Maghreb. 10 ans plus tôt s'achevait la guerre du Rif. Le général Pétain y matait une rébellion soutenue par les surréalistes, tandis qu'un appel à la fraternisation des soldats français avec les rebelles était lancé par un jeune député communiste qui s'appelait Jacques Doriot. Les salopards tiennent la plaine. Ce n'est pas un titre dans un journal raciste, c'est un vers du fanion de la Légion, chanson en vogue. La légende persiste du beau légionnaire combattant, même si le plus souvent, il troque le fusil contre la bêche comme son ancêtre des légions romaines. La guerre du Rif est finie. Pourtant, le maréchal Lyautey, plus lucide que d'autres, a écrit que la fidélité des populations, faite de résignation et du sentiment de notre force, n'est pas à l'abri de toute épreuve et peut nous faire défaut subitement. Une phrase qui annonce toutes les guerres coloniales à venir. Mais quand la photographe découvre le Maghreb, toutes les apparences sont celles de la paix. Le protectorat au Maroc et en Tunisie, la fiction des 3 départements d'Algérie entretiennent l'image d'une région tranquille. Personne, même à gauche, ne pense à l'indépendance. L'Afrique du Nord est un vaste territoire, moitié chantier, moitié bazar, où la France est chez elle. Là encore, il fallait un regard de femme pour rendre à ces filles à soldats leur part de beauté. Elle le prouvera magnifiquement en visitant le quartier réservé de Tunis. Renoir déjà avait peint une fille de joie au regard triste. Un jour, elle photographie une noce juive à Djerba. Un autre jour, un mariage gitan à Paris. En 1939, le mot « gitan » évoque au mieux des musiciens, au pire des voleurs de poules et au féminin des cigarettes. On les appelle bohémiens, manouches, romanichels ou romani. En l'an 2000, dans les Balkans, ils seront les Roms, toujours indéfinis, toujours soupçonnés. Sous le nom de tziganes, ils entreront dans le vocabulaire de l'extermination, au 2e rang après les Juifs. Et par un de ces raccourcis qu'offre quelquefois la lecture des vieux magazines, c'est dans ce même numéro de Match, dont la belle Margit Zigane faisait la couverture, qu'on peut lire à l'époque des extraits de Mein Kampf. Est-ce que vraiment tous les chefs africains ont lu la page de Mein Kampf, où Hitler les traite de demi-singes, comme l'assure l'auteur du texte? On se demande. L'article s'intitule « L'armée noire » et présente Moro Naba, empereur des Mossi. Sous ce titre ronflant, un chef coutumier chargé par les Français de maintenir l'ordre et de percevoir l'impôt. Nous sommes en septembre 1939. Le travail d'alphabétisation qui s'est accompli en Afrique noire va trouver une de ses applications pratiques. La lecture des affiches de mobilisation. Les mêmes sont en train d'être collés au mur des villes de France.
comme la règle qui s'établit en matière de reportage exige de personnaliser les sujets, entre en scène Noaga, le conscrit, qui va quitter sa fiancée pour voler au secours de la civilisation occidentale. On voudrait savoir ce qu'il est devenu, Noaga, le conscrit. 1 an plus tard, 2 ans plus tard, 10 ans plus tard. À supposer qu'il ait vécu 10 ans de plus. Au bout d'une longue diagonale, un autre pays mobilise aux côtés de la France et de l'Angleterre, la Finlande. Ces combats seront parmi les mieux filmés de la guerre, et pour une raison assez particulière. Depuis 1 an, tous les caméramens s'entraînent à couvrir un événement majeur, les Jeux Olympiques de 1940. Ils auront lieu, mais en 1952, après l'orage. La Finlande fait l'admiration du monde par son héroïsme, à ceci près qu'elle l'exerce contre l'armée rouge. Un épisode inimaginable a brouillé les données. Le pacte germano-soviétique. Quand Hitler attaquera la Russie, l'Allemagne se retrouvera alliée de la Finlande qui réussira ce prodige d'être entrée dans le conflit du bon côté, d'en sortir du mauvais côté et sans avoir changé d'adversaire. Mais si, comme il est probable, ces manœuvres d'été ont été photographiées avant l'invasion de la Pologne, voici les premières images de la Deuxième Guerre mondiale. La France mobilisée retrouve ses réflexes de 14-18. Taisez-vous, méfiez-vous, des oreilles ennemies vous écoutent. À croire que le mutisme est plus nécessaire que les blindés. Les voix pacifistes sont pourchassées. Un dernier tract surréaliste tente de les défendre. On y trouve pour la première fois, entre celles de Breton et de Perret, la signature de Denise Bellon. Un journal indigné par l'exposition surréaliste signalait qu'on y trouvait pas mal de noms étrangers. Des noms comme Max Ernst, Victor Brauner. Le journaliste doit être soulagé. Sur les listes des camps d'internement, ils sont mieux à leur place. Comme un proverbe surréaliste. Avec votre vieille ferraille, nous forgerons l'acier victorieux. Curieuse façon de commencer une guerre, en entassant tout ce qu'on possède de casseroles, de bassinoires ou de becs de gaz. C'est la levée en masse des lessiveuses, la nuit du 4 août des arrosoirs. On imagine déjà les monuments, aux chiffonniers inconnus, la patrie reconnaissante. Chaque possesseur d'une cafetière la voit déjà compactée en balles victorieuses, s'enfonçant dans de la chair teutonne. En même temps, la censure diffuse des consignes bizarres du genre « Ne pas parler de la mort héroïque du chef de garde d'Abbeville, qui d'ailleurs n'est pas mort ». Ainsi, la France va se couvrir de déchets rassemblés, ordonnés,
en rang, mobilisés en somme, qu'on imagine prêts à l'appel comme les vétérans de la Grande Armée. Pour qui a en mémoire les actualités allemandes de la percée sur Dunkerque, ce bout de route évoque forcément une autre route que bordent les voitures en miettes, les chars détruits, les chenilles déroulées, quand l'acier victorieux sera redevenu vieille ferraille. Les combattants de 1914 partaient à l'assaut avec des pantalons Garance qui offraient à l'ennemi des cibles rutilantes comme des tirs de foire. En 39-40, ce sont les capotes et les calots de 1918 qui réapparaissent, inchangés. Toujours une guerre de retard. L'image l'avait dit avant les historiens. Un film célèbre, Drôle de drame, va donner son nom à cette période. La drôle de guerre. C'est d'abord un hiver où la France va apprendre ce qui sera son sort dans les années qui viennent. Le froid, la faim, les privations de toutes sortes. Sur le C'est d'abord un hiver où la France va apprendre ce qui sera son sort dans les années qui viennent. Le froid, la faim, les privations de toutes sortes. Sur le front, il ne se passe rien. Ce qui ne manque pas, les masques à gaz, qui ne serviront jamais. La France prépare toujours la guerre de 14. La Grande-Bretagne aussi, qui a mis au point un masque à gaz pour poules, afin qu'elle ne cesse pas de pondre pendant les alertes. Dans les rues, les petits métiers, qui déjà évoquaient un autre temps, vont retrouver leur utilité avant de disparaître, à tout jamais. Le vélo-taxi va remplacer la bagnole. Photographier les vélos. Photographier le dernier troupeau de bœufs qui traverse Lyon. Photographier la ville de Lyon elle-même et, sans le savoir, désigner les lieux qui en feront la capitale de la clandestinité. Photographier les traboules, ce labyrinthe connu seulement de ses habitants et qui permettra les planques, les réseaux. On ne le sait pas, mais on se prépare. On ne le sait pas, mais réparer un poste de radio ouvre déjà une brèche dans le mur. Une fois, je répète, l'oiseau chante avec ses doigts, une fois. Et c'est la douceur des derniers soirs de paix, quand se tenir à minuit sur un pont neuf illuminé sera bientôt l'image d'un paradis perdu. Charles Dulin prépare la mise en scène d'un opéra de Darius Milhaud, Médée. La première doit avoir lieu le 8 mai 40. Il y aura 3 représentations. Le 10 mai, l'offensive allemande commence, et c'est la fin de la drôle de guerre. C'est aussi la fin d'Alliance Photo, 6 ans qui ont changé le photojournalisme. Certains, avec Capa, gagneront New York et fonderont l'agence Magnum. Pour Denise Bellon, née Denise Ullmann, il n'est plus question de grands reportages. La photo qu'elle aime tant, elle la consacre à des sujets plus inoffensifs. Lyon, qui sera son refuge, lui en fournit. Elle y verra même débarquer toute la presse parisienne repliée. Il y aura ainsi 2 Paris Soirs, celui de Paris, et l'autre, à Lyon, qui paraît sous le même titre. Du boulot pour les archivistes. En revanche, il n'y a qu'un Figaro, et assurément une seule action française, avec Charles Maurras. Le nationaliste ombrageux,
aussi violemment anti-Boche qu'anti-juif, finira par écrire que si la peine de mort n'est pas suffisante pour mettre un terme aux activités des gaullistes, il faut prendre des membres de leur famille comme otages et les exécuter. L'Action française, 3 janvier 1944. Photographier la nature, photographier les amis, photographier les filles qui grandissent, un fils qui vient de naître. Photographier, en attendant. Elle est à Marseille, juste à temps pour recueillir les images du port dévasté. Un jour, cette colombe de l'Arche, un crieur de journaux, de vrais journaux, où il va être de nouveau possible de publier. Son premier reportage est aussi le plus intrigant. Un maquis républicain espagnol dans les Pyrénées. En 1944. En 1944. Car il y a bel et bien eu une tentative de reconquête de l'Espagne franquiste par les républicains. Une percée par le Val d'Aran. Entreprise folle, suicidaire. Comptant comme le Tché en Bolivie sur le soulèvement d'une population qui ne bougera pas. Difficile de chiffrer les pertes, les deux camps ayant tendance à confondre chiffres et propagande. Les conséquences seront catastrophiques pour le Parti communiste espagnol et l'échec de l'opération alimentera bien les règlements de compte à venir. Mais cet épisode oublié de la plupart des livres a bien eu lieu, et ces quelques photos en sont peut-être la seule trace qui reste pour l'histoire. Quand les deux petites sœurs reviennent à Saint-Germain-des-Prés, ce n'est pas le lieu vaguement mythique dont la presse s'emparera, c'est un petit village peuplé d'amis. De beaux visages viennent à leur rencontre. Ils s'appellent Serge Reggiani, Gérard Philippe, Roger Blin. Dans le rôle du hibou joyeux, Jacques Prévert, qui s'est décidé à publier les poèmes qu'il promenait dans ses poches. Avec lui, Denise Bellon retrouve ses chers surréalistes. Là aussi, la guerre est passée. Desnos est mort en déportation. Dali est devenu franquiste. Matta se fait exclure avec fracas par Breton. Peu importe, ils se retrouveront. On n'exclut pas une œuvre. Une nouvelle exposition surréaliste s'ouvre en 1947. Le plus grand bouleversement du siècle a tenu entre ces deux petits îlots d'étrangeté, comme entre deux mains. Une chose pourtant n'a pas changé. Les insultes sont à peu près les mêmes qu'en 1938. En même temps, l'adjectif surréaliste, qui dans l'intervalle avait pris un coup de vieux, retrouve une vogue irrésistible. Tout ce qui s'écarte tant soit peu de la raison raisonnante est qualifié de surréaliste. Que reste-t-il de la révolte originelle ? Avec ses délires, ses côtés insupportables, ses excommunications en chaîne, ses virevoltes politiques. Le mouvement surréaliste a emmené avec lui, sans toujours le savoir, une véritable exigence de liberté, cet infracassable noyau de nuit dont parlait Breton à propos d'autre chose. Sa longue amitié avec les surréalistes avait exposé Denise Bellon à cette radiation secrète qui n'a pas influencé que son regard. Elle y sera toujours fidèle. Dans le décor faussement naturel du désert de Ré, elle les rassemble une dernière fois. Le groupe, au grand complet, pose, avec la gravité éphémère d'une photo de classe, et malgré tout prophétique, une fois de plus. L'histoire de la fin du siècle sera celle de ces masques.
Thank you.